Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quelques semaines nous séparent de la dernière émission et c'est donc avec une revue de presse que nous allons commencer celle-ci, des titres empruntés à des médias libres et non à la botte de l'État propagandiste. Allons-y. Dans un pays normal, Macron aurait déjà été viré. Le pouvoir veut notre mort, Macron veut contrôler la pensée. La vérité sur Big Pharma éclate enfin ce que les médias ne disent pas. Monsieur Macron, c'est la fin, il faut partir. Et le dernier, malaise sur fond de folie macronienne, 3 décès suspects au sein de la sécurité intérieure. En synthèse, je dirais que l'état profond se meurt pour un retour au normalement naturel, un monde démocratique. Allez, le temps est venu de vous souhaiter la bienvenue dans la France Libre avec le Conseil national de transition français, canal historique, lundi 16 juin. La France Libre avec Yota, avec Philippe, avec Bruno et Jean-Pierre qui ne va pas tarder. Bonsoir les amis et bonsoir à vous qui nous regardez également. Merci de nous suivre. Merci à toi pour cette introduction. Alors vous pourrez tous, parmi les auditeurs, constater, les auditeurs fidèles à notre émission, que notre ami Sylvain est revenu avec une pêche d'enfer d'une période un petit peu difficile pour lui et qui visiblement est terminée. Et donc on s'en réjouit chez nous. Ça faisait quelques semaines que vous n'aviez plus droit aux émissions. Maintenant, ça y est, c'est reparti. Donc merci à Sylvain, merci à tous les collaborateurs, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment un plaisir pour nous de faire ce job. Alors effectivement, tu as introduit, tu as parlé de Macron. Comment est-ce qu'il peut faire comment faudrait-il faire pour s'en débarrasser, comme on dit, hein. Je crois pas que ce soit lui qui doit changer. C'est plutôt les principes qui ont complètement glissé et auxquels on peut plus se raccrocher justement, parce qu'ils ont glissé, changé. Donc c'est compliqué. Donc chacun dit mais non, mais moi je suis pas responsable, regardez, pour telle et telle raison, après tout, etc. Donc on est dans un glissement permanent des règles, dans un glissement permanent même des lois qui s'adaptent au confort de ces messieurs, bien sûr, hein, puisque ce sont eux qui les font, etc., etc. Donc on est dans ce glissement-là qui nous mène au fond du trou, hein, évidemment, avec monsieur Macron en tête, mais il n'est pas tout seul. Il y a toute l'Europe de l'Ouest qui est à peu près dans la même logique et qui a adopté une forme gauchisante qui nous fait baigner dans un monde où la guerre est plutôt bienvenue, n'est-ce pas? Elle est souhaitée même par certains, où faire la paix devient compliqué pour un président des États-Unis d'Amérique, alors que jusqu'à maintenant ils avaient quand même le don, si je puis dire, d'arrêter ou de faire ou d'arrêter les guerres. Là, on voit bien que monsieur Trump veut arrêter les guerres, mais qu'est-ce qui fait que certaines choses ou personnes ou groupes de personnes l'en empêchent? On aimerait bien avoir le fin mot de cette histoire-là. On ne l'a pas toujours, alors effectivement. Et puis, lorsqu'il y a des guerres au Moyen-Orient, justement, donc on parle de Gaza, bien sûr, mais on parle maintenant de Téhéran versus Tel Aviv, eh bien, là, on est sur des phénomènes exceptionnels, extraordinaires, paroxystiques, c'est-à-dire qu'on ne se demande pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on sait très bien quand ça va s'arrêter, et on n'a pas envie que cette échéance arrive un jour, même lointain, quoi. Donc voilà, donc on essaye d'ouvrir les yeux, de maintenir l'acceptation de voir les choses plutôt que de se dire oh là là c'est loin, etc. Ça ne me concerne pas, on va attendre que ça passe, etc. Non, c'est pas loin du tout, c'est à côté de chez nous. L'Europe c'est le voisin de l'Asie mineure, n'est-ce pas? Et donc on est côte à côte. Et quand on voit les distances, notamment d'un pays comme l'Iran qui fait 1,5 fois la longueur de la France, dont on n'entend pas parler, et pour cause, parce que nos médias mainstream n'en parlent pas ou très peu, ou simplement pour n'en dire que du mal. On les compare à un diable ou à des malfaisants, hein, voilà. On part du principe qu'ils sont les seuls à maintenir et à manipuler des groupes islamistes dangereux, alors que nous avons toutes les raisons de penser que ces mêmes groupes islamistes sont conduits bien souvent par la CIA à l'époque, peut-être un petit peu moins maintenant, justement, grâce à Monsieur Trump, mais qui sont conduits voilà par Israël ou par les États-Unis d'Amérique par défaut, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique n'appuient pas sur le bouton mais laissent leurs proxys, ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour eux, en l'occurrence Israël au sein du Moyen-Orient est le pays qui travaille pour les intérêts des États-Unis d'Amérique dans le monde et qui a pour ce faire une carte blanche sur les moyens de garantir sa propre souveraineté et sa propre sécurité. Voilà comment les choses semblent s'articuler. On n'en est pas forcément d'accord avec tout ce que nous disons, hein. On peut se tromper ou on peut n'avoir qu'une vision
une vision fractale, une vision un petit peu tronquée des choses. Hein. Mais la plupart du temps, ça tourne autour de ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres idées qui pourraient être relayées autour de cette acceptation de voir? L'acceptation de voir, c'est le début de la connaissance. Hein. Ceux qui ne veulent pas voir ferment les yeux. Tout trouve que nous sommes, nous, des complotistes, etc. Tout ça, ce sont des vieilles lunes qui ne résistent pas aux faits que nous vivons tous les jours. Voilà, on croyait que c'était fini, mais non, ça recommence. On croyait que la paix était quasiment assurée entre la Russie et la Chine, mais non, parce que Monsieur Trump joue un jeu de chaise musicale, c'est-à-dire que lui veut bien faire copain-copain avec la Russie à condition qu'elle se sépare nettement de la Chine, envers laquelle il a des ambitions militaires, parce que voilà. Est-ce que ce sont ses ambitions propres ou est-ce que c'est le système militaro-industriel américain qui insiste pour que ça dure, pour que ça ait lieu en Chine, du côté de Taïwan en particulier. Hein. Voilà, donc on se dit que la guerre est pour un certain nombre de personnes oligarchiques de très haut niveau, la guerre est une solution à tous leurs problèmes économiques, démographiques et de cohabitation avec nous les humains, quoi. Puisqu'ils ont décidé de réduire notre capacité, notre quantité, ou à la plus faible expression possible, de façon à se débarrasser de nous, alors soit par des moyens visibles, effectivement, la guerre c'en est un, hein. Ça c'est un moyen visible, et puis vous avez des moyens moins visibles, comme l'empoisonnement de la nourriture, comme les vaccins, pardonnez-moi. Donc voilà, tout ça est mis sur le tapis aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer. Alors Philippe, moi je voulais prolonger ce que tu disais en allant dans le sens de ce que dit très souvent Iota, c'est que il faut pas confondre les oligarques qui dominent les peuples avec les peuples. Et souvent les opinions et les intentions des peuples sont à l'opposé de celles des oligarques. Et c'est toujours les peuples qui sont victimes, jamais les oligarques. Encore que dans certains pays, au bout d'un moment, les oligarques finissent par tomber. On l'a déjà vu dans le passé et on risque de le voir bientôt, notamment en France, parce que ne serait-ce qu'en 2025, depuis 6 mois, il y a eu 178 000 faillites, c'est-à-dire multiplié par 120% par rapport à l'année dernière. Donc ça ne peut plus durer. Les tribunaux de commerce sont saturés. On a vraiment des choses absolument dingues. On a par exemple des boulangers qui font faillite, alors que ça s'est jamais vu. Donc les peuples se réveillent, les peuples bougent et il faut pas s'inquiéter. Moi, je suis assez optimiste par rapport à ça parce que les choses bougent tellement fort que les peuples vont de plus en plus bouger. On le voit dans l'Europe, on le voit dans beaucoup de pays européens, les peuples bougent. Voilà ce que je voulais rajouter et je vous laisse la parole. Hiérarchie, effectivement, aujourd'hui, mais on peut quand même s'apercevoir d'une chose, c'est que c'est pas tous les jours les mêmes qui gagnent, et en l'occurrence, bien la masse, en l'occurrence le peuple, est en train de faire une avancée assez exceptionnelle, avec évidemment un modèle démocratique qui va s'imposer prochainement. Alors moi, les amis, je vais utiliser le titre Accepter de voir avec un petit peu d'humour. J'ai cru que tu allais dire accepter de boire. C'est-à-dire que j'ai lu quand Israël a attaqué l'Iran le 13, ils ont réussi à toucher des avions, des trucs nucléaires et tout ça, mais ils ont aussi réussi technologiquement à tuer quand même des grosses têtes de toute cette organisation iranienne. Il y avait 2, 3 personnes, 2, 3 commandants très importants et ils disaient que... Alors voilà, moi, pour accepter de voir, je me pose la question, je me dis, si Israël a une technologie pour envoyer des drones ou des armes à 1000 kilomètres de là où se trouve l'Iran et de frapper chirurgicalement de manière à toucher vraiment des personnes, comment ça se fait qu'ils ont dû raser Gaza pour attraper tous ces gens du Hamas?
Donc, dans cette technologie, les amis, si on accepte de regarder, eh bien, dans cette technologie, il y a des choses qui vont pas, évidemment, hein. Pourquoi est-ce que une frappe chirurgicale ici et une razzia de l'autre côté, alors que l'on possède la technologie? Donc voilà, accepter de voir, c'est aussi nous, hein, c'est nous le public, c'est nous les gens qui devons faire attention à ce qu'ils disent, parce qu'en fait, ils disent tout, ils nous disent tout. Simplement que nous ne sommes pas assez attentifs à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et comment ils le disent et comment ils le font. Donc, accepter de voir, c'est accepter en analysant un peu ce qui se passe autour. Tout ce que je peux dire, c'est que, évidemment, les mensonges de l'oligarchie, on les connaît, hein, nous, au CNT, on les étudie depuis un petit bout de temps, là, et on sait que la stratégie de l'oligarchie ne change jamais. Alors, évidemment, il faut voir tout ce travail en longueur, parce que j'écoutais un petit vidéo de Monsieur Hayek de 2014, lequel les amis expliquaient mot par mot ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc le complotisme de Monsieur Hayek, c'est quand même avéré plus que vrai aujourd'hui. Donc Alors, voilà, accepter de voir, c'est à nous de le faire. Voilà. tu parles de David Icke, l'anglais. Oui, Oui, d'accord. Oui. oui. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je vais tout à fait dans ton sens. Je dirais même que certains spécialistes, avec des gros guillemets, qui passent à côté de, pas de l'essentiel, mais de choses énormes, justement, dans leurs analyses, se limitent à dire, ah ben, à Irkoutsk, vous savez, les Ukrainiens ont envoyé des missiles à Irkoutsk et ils ont explosé des avions au sol. Irkoutsk, ça faisait 7000 km depuis Kiev. Hein. Il fallait déjà les traverser, les 7000 km. Comment se fait-il qu'une armée russe, aussi bien équipée en termes d'identification d'objets volants, si je puis dire, hein, quels que soient les objets, ils sont très équipés, ils ont un territoire très étendu et ils se sont équipés pour ça. Comment se fait-il que cette armée russe qui dispose également des ogives les plus rapides sur la planète, c'est-à-dire qu'ils sont à Mach 20 maintenant, hein, alors quand les Américains sont à Mach 2, 2,5, quoi. Hein. Donc ça veut dire que ces ogives qui ont traversé tout le nord de l'Asie, pas simplement de la Russie, mais de l'Asie, pour aller exploser effectivement, je sais plus combien il y en avait, 5 ou 6 avions de très grande valeur, évidemment, qui n'étaient pas protégés. Tiens, c'est bizarre que c'était pas protégé. C'est là qu'intervient le spécialiste qui nous explique, ah mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi ils n'étaient pas protégés. Ils n'étaient pas protégés parce que dans le cadre d'un accord international, n'est-ce pas, que ne respectent que les gentils et pas les méchants, eh bien, dans le cadre de ces accords, eh bien, il est obligatoire de laisser ce type d'avion visible par les caméras des satellites. Mais c'est vrai dans un sens et dans l'autre. Hein. Donc, bon, très bien, parfait. Mais ça ne répond pas à la question, comment se fait-il qu'ils se soient fait bombarder comme ça, alors qu'ils ont eu au moins une prévision, on va dire, j'estime 10 minutes. 10 minutes, c'est un minimum. Voilà. Pour traverser le nord du continent asiatique à une vitesse raisonnable, alors que tout le long du parcours, il existe des points depuis lesquels les Russes peuvent envoyer des ogives qui, elles, sont à Mach 10, Mach 15, Mach 20 pour descendre n'importe quels objets qui sont dans le ciel. Voilà, la question qui est posée là, elle n'a été abordée par aucun des spécialistes que j'ai entendu traiter du sujet, quoi. C'est dommage. Mais ça rejoint ce que tu dis à l'instant, effectivement. Est-ce que ce ne serait pas voulu, Philippe, du style, c'est un engrenage, il se passe ça pour donner autre chose? Alors ça, c'est de l'analyse. Ça, il peut se passer plein de choses. On peut analyser, effectivement, il y a un monsieur comme monsieur Juillet, qui est un ancien des services centraux français, qui a le cerveau bien fait, qui a surtout une expérience, une expertise, et il fait des analyses. Ce sont des analyses de bon sens la plupart du temps, mais il prend peu d'options, il prend peu de risques sur les options. Je veux dire qu'on peut avoir de temps en temps raison si on reste sur le bon sens. Ça me paraît tout à fait bien fondé, et ce monsieur, visiblement, a choisi cette direction, le bon sens. Mais est-ce que ça suffit, le bon sens, quand on est en période de guerre et que l'ennemi
ne fait que chercher des solutions pour sortir du bon sens, pour faire des choses auxquelles l'ennemi ne s'attendra pas. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi cette... Il faut cacher les finances, Philippe. Tout se fait sur la terre. Moi, de toutes les études que j'ai faites par rapport à la démocratie et tout ça, j'ai constaté une chose, les guerres, elles se font toujours pour l'argent et les économies et le pouvoir dans l'économie. Et toutes, hein, du début jusqu'à la fin, toutes les guerres que l'oligarchie peut installer, évidemment bien sous le nom de démocratie, hein, parce qu'aujourd'hui, on nous bassine qu'Israël est la meilleure démocratie de la planète, la démocratie libérale, encore un adjectif. Eh bien voilà, leur schéma et leur projet est toujours le même. Et alors on invente des histoires de Dieu, on invente des histoires de brouille entre pays. Et en définitive, on en arrive toujours à l'économie. Le plus des guerres se sont faites pour les pétroles, pour les diamants, pour toutes les ressources naturelles. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de chercher autre chose, ça continue de cette manière-là et avec ces objectifs-là. Oui, on peut faire aussi des attentats à l'intérieur du pays et puis ensuite aller eh bien torpiller les personnes qui soi-disant auraient fait ce genre de choses. C'est une petite technique aussi. Oui, oui. Ouais. Ben, le complotisme, c'est pas le peuple, hein, Sylvain. Le peuple n'a pas moyen de comploter. Le complotisme, il vient de l'oligarchie. Les peuples, nous, on n'a pas les moyens de comploter. Qu'est-ce que vous voulez que moi je sorte et que je dise demain il va y avoir c'est toujours les complots partent toujours des gouvernements. Il n'y a pas. Nous n'avons aucun C'est but pas- et nous sommes sans haine, sans violence et sans tout cela, évidemment, quoi. Ce n'est pas notre, Alors c'est au pas lieu de nous poser des questions et de nous dire c'est nous les complotistes, acceptons de voir et de comprendre que ce n'est pas nous. Voilà. Attention, Iota, parce que le mot complotiste, ça ne veut pas dire ceux qui font les complots. Ça veut dire ceux qui dénoncent les complots des comploteurs. D'accord. Enfin, je pense que les gens ont compris ce que je voulais dire. Oui, Oui, mais Merci. c'est important parce que beaucoup de gens font la confusion et finissent par croire qu'à partir du moment où on dénonce les choses, on est nous-mêmes des gens qui font montant des complots. On n'est pas nous, surtout au Conseil national de transition français et canal historique, on n'est pas là pour faire des complots, on n'est pas là pour faire des insurrections, on est là pour éveiller les gens, on est là pour leur faire comprendre que ce qu'on leur raconte est faux et, et que les peuples prennent conscience qu'ils peuvent diriger eux-mêmes leur propre destin. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit en politique, mais aussi dans la finance. Maintenant, on a la finance décentralisée qui se développe de plus en plus, les crypto-monnaies, etc. Et on a des choses qui se libèrent dans le monde entier par rapport à ça. Et donc, on a des formes démocratiques qui se mettent en place, même si c'est pas encore la démocratie qu'on rêve d'avoir, mais il y a déjà des formes démocratiques qui se développent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la finance, ou que ce soit dans la politique, comme ce que nous faisons, et la politique au sens général, surtout pas les partis politiques, mais la politique dans le sens de la vie en société, d'améliorer la vie des gens. Les oui, gens, alors, ceux qui ont accepté de voir et de croire aussi sont ostracisés aujourd'hui. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on les met de côté, on les fait passer pour des fous, on dit que ce sont de dangereux complotistes. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que en eux, ils savent très bien ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dangereux car ils connaissent la vérité. oui, et puis quand on voit le prix que payent les Américains aujourd'hui, et au premier d'entre eux, Donald Trump, qui aujourd'hui se trouve confronté à une véritable guerre civile sur la côte ouest, alimentée par des vagues d'immigrants illégaux qui servent de soldats à cette partie des oligarques qui a décidé de mettre à mal les États-Unis d'Amérique dès lors que ce n'est plus Obama et que ce n'est plus l'ancienne l'ancienne administration qui a précédé celle de Trump qui est aux manettes.
Et ça, ils ne le supportent pas, car ils avaient des plans pour mettre la guerre partout. Or, Trump a éteint les incendies, ou essaye d'éteindre les incendies un peu partout, que ce soit en s'accordant avec la Russie, que ce soit en jouant au chat et à la souris avec Israël, avec lesquels visiblement aucun président des États-Unis d'Amérique n'a moyen de se défaire. Je pense qu'il y a des liens dont il faudrait connaître les détails. Les néoconservateurs du gouvernement américain y sont pour quelque chose, évidemment, mais ces liens sont si forts que ça l'empêche, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de dire les choses franchement, ce qui n'est pas dans son caractère, mais de dire que la guerre est déclenchée pour telle raison, à tel endroit, avec ses alliés, et qui, au mieux, il ne se rangera pas du côté de ses alliés, mais il ne les critiquera jamais. Donc il y a aussi tout ça, tous ces accords qui sont pris de longue date entre des oligarques puissants et que M. Trump a entrepris de renverser ou de mettre à bas, avec beaucoup de courage, je trouve. Voilà, il risque énormément. Et là, visiblement, en guise de punition, il se prend une véritable guerre civile qui l'oblige à faire défiler les Marines en plein cœur des États-Unis pour montrer sa force, exactement comme le faisait l'URSS dans les années 60. Faisait des défilés de militaires pour montrer sa force. Il en est réduit un petit peu à ça. Et je pense qu'il y a une grande partie du monde américain qui le suit, enfin qui est d'accord avec lui, mais on les entend peu. Et ce qui compte de toute manière, comme le disait tout à l'heure Iota, c'est pas le peuple américain qui va renverser les choses, c'est les oligarques qui entre eux vont se mettre d'accord d'une manière ou d'une autre, ou simplement en s'entretuant, on verra bien. Mais c'est eux qui sont en train de régler le problème à leur manière. Voilà. Donc nous, pour l'instant, on est réduit à l'état de spectateurs, mais encore et toujours, il faut accepter de voir quand on est spectateur. Alors voir, est-ce que ça veut dire que quand on voit, on est d'accord avec ce qu'on voit? Non, sûrement pas. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on voit, mais on n'est pas obligé de fermer les yeux non plus, quoi. Donc voilà, et quand on voit les choses, eh bien, on se dit que la nécessité, c'est au moins de comprendre, d'essayer de comprendre. Voilà. Et il y a plein de gens, de personnes qui jusqu'à maintenant disaient, mais non, tous ces complotistes, etc. Ouais. Maintenant, s'arrêtent. J'en ai rencontré il y a pas très longtemps qui m'ont dit, avant, je me faisais traiter de fou. Tous mes amis reviennent vers moi en me disant, t'avais raison. Sur la France en particulier, mais sur le reste du monde aussi. Donc c'est bien, parce qu'il y a une prise de conscience de gens qui sont capables de dire je me suis trompé ou je me suis fait induire en erreur, pardon, par des gens qui justement sont payés pour ça ou qui étaient totalement pas du tout connaisseurs de la chose. Mais maintenant, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses et mon copain avait raison. Il n'était pas si fou que ça, quoi. On peut parler par exemple de Robert Kennedy, qui Oui. est ministre de la Santé de Trump et qui vient de licencier et de virer avec perte et fracas tous les responsables de l'Organisation américaine des vaccins. Oui. Oui, donc il y a des guerres internes qui sont déclarées, ça c'est clair. Hein. Alors on a appris, alors vrai ou faux, c'est toujours difficile de le savoir, mais que M. Macron avait formé une armée d'assassins. Figurez-vous, j'ai lu ça quelque part. Je sais pas si c'est vrai, hein. Mais tous ceux qui dérangent son système, ces petites affaires seront traités particulièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est en pleine dérive totalitaire, au-delà même du totalitarisme. On est carrément dans l'enfer, là. Tu sais, Philippe, que tous les présidents français et même dans d'autres pays ont toujours eu à leur disposition des services secrets. Et il n'y a pas que James Bond qui a le permis de tuer. Alors, il faut faire attention parce qu'actuellement, justement, dans tous les services de renseignement, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a des morts suspectes. Il y a 3 personnes qui étaient dans un haut commandement qui ont décédé dernièrement. On ne décède pas comme ça à 60 ans. Ce n'est pas normal. Oui. Monsieur Denessé aussi, qui a eu une femme étrange, qui est un spécialiste de beaucoup de choses. Voilà, on pourrait citer une liste qui n'est pas forcément très longue, mais qui est parlante, de gens qui disparaissent subitement, comme tu le dis très justement, en pleine santé à 60 ans. Non, 60 ans, c'est pas la durée de vie normale d'une personne. Donc voilà. Donc, et entre autres, il y a une personne de profession gendarme également, qui œuvrait avec profession gendarme, qui hélas n'est plus les nôtres aujourd'hui. Eh bien, Dieu son âme, comme on dit, mais voilà, ça confirme. Donc la prudence,
vient la prudence quand on a compris la forfaiture. C'est-à-dire que quand on a accepté d'ouvrir les yeux et de voir, on voit les forfaitures. À partir de là, on devient dangereux parce qu'on a compris. Donc, de ce moment-là, il faut jouer la prudence. Voilà. Et dire on va tous les ceci, tous les cela, non, ça marche pas comme ça. Il va y avoir des périodes difficiles, mais il y aura des aboutissements profitables et joyeux, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, cette affaire-là ne peut se terminer que joyeusement, sinon nous serons tous transformés en état de bestioles et d'esclaves ou les deux. Voilà, donc ça sera pour la terre un cycle qui se sera mal terminé, quoi. Voilà. Et quant à ceux Philippe, qui dans ce cycle, soyons optimistes, soyons positifs, parce que c'est vrai que la liste est longue des gens qui ont dit la vérité et qui ont été exécutés, comme disait dans la chanson du Béard. On peut remonter à Robert Boulin, Jean Edernalier, Coluche, Bérégovoy, etc., jusqu'à nos amis les frères Bogdanov, qui sont morts bizarrement. Donc, c'est vrai que quand on dit la vérité, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce que les oligarques ne savent pas, c'est que tôt ou tard, la vérité finit par sortir. Parce qu'on ne peut pas cacher tout à tout le monde tout le temps. C'est pas possible. Donc, les choses sortent. Je parlais de Robert Kennedy tout à l'heure, c'était un des premiers à avoir dénoncé l'imposture des vaccins, etc. Et bien maintenant, il est ministre de la Santé de Donald Trump. Et là, maintenant, il a le pouvoir de pouvoir dénoncer les choses et de faire ce qu'il faut. La preuve, il vient de le faire. Ils ont arrêté Fauci sous des milliers de demandes de Nouvelle-Zélande, un nombre incalculable de plaintes. Et donc, ça, c'est important quand même. Ils ont arrêté Fauci, qui est le commandateur de toute l'histoire du vaccin et de tout ça. Il n'y a qu'en France que Buzyn et Véran se retrouvent avec un non-lieu, mais c'est parce que Macron est toujours là. Est-ce que vous voulez une petite piqûre d'histoire? Si c'est l'histoire, tout va bien. Une injection d'histoire, ça, il n'y a pas de souci. C'est au sujet de la Palestine. Alors, on parle beaucoup, évidemment, de la Palestine, mais la Palestine en arabe et en hébreu, ça veut rien dire. Ni en arabe, ni en hébreu. La Palestine est un mot grec. Et à l'époque de notre démocratie, qu'est-ce qui se passait en Palestine? Alors, je vais vous faire une minute de piqûre d'histoire. Donc, la Palestine, mot grec pour définir une région où tous les citoyens pouvaient aller dans les différents stades ou bâtiments qui étaient agencés pour apprendre la lutte. Donc, de moins 500 à moins 300 avant Jésus-Christ. À l'époque des Grecs et durant la période de vraie démocratie, tous les habitants de la terre qui voulaient participer au cours y avaient droit sans passeport, juste avec leur volonté. Tout cela existait pour le sport. Dans Palestine, il y a le mot palais qui veut dire lutte. Il y a aussi le mot palestre qui était le podium où les intervenants se battaient. Nous allions en Palestine pour accomplir notre sport favori, la lutte. Voilà les amis. En ce qui concerne la l'histoire de la Palestine au niveau de son nom, évidemment. Au niveau de son nom, effectivement. Donc c'était une terre qui n'appartenait à personne, c'est ça que ça veut dire? Voilà. C'est une terre qui n'appartenait à personne. Il n'y avait que des nomades, il n'y avait que des infrastructures pour faire du sport, des stades, des podiums et tout ça. Et évidemment, le sport favori à cette époque-là et qui faisait participer tout le monde, qui n'étaient pas les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, il n'y avait que les Grecs qui pouvaient participer. Les Olympiades. Oui, eh bien en Palestine, c'était toute une région de sport où tout le monde pouvait s'arrêter et dire, tiens, je vais me perfectionner dans la lutte. Donc voilà. Très Merci bien. pour cette étymologie qui nous parle tellement bien de géographie politique. Oui, tout à fait.
Et nous allons conclure, eh bien, avec des choses positives. J'ai envie de vous dire que oui, il faut rester bien positif. Il faut rester dans l'espoir, tout simplement, parce que le bien gagne toujours à la fin, tout simplement. Allez, notre prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français Canal historique et la France libre, ce sera dans 48 heures. Merci Yota, merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également. Excellente soirée et à mercredi.